bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour le premier débat des mardis de l'ESSEC de l'année. Ça fait extrêmement plaisir de retrouver certains habitués, certaines têtes un peu connues. Mais c'est aussi un plaisir d'accueillir les nouveaux étudiants. J'espère que la nouvelle saison qui débute ce soir sera aussi ambitieuse que celle passée. Mais dans tous les cas, elle sera au cœur de l'actualité, COP21, régionale, primaire. Nous tenterons toujours d'apporter ce regard étudiant qui essaye depuis toujours de marier pertinence et impertinence. Je laisse désormais la parole à Tristan et je vous souhaite un excellent débat. Monsieur le Président, mes chers collègues, bienvenue à ce débat des mardis de l'ESSEC organisé avec le cabinet d'audit et de conseil Mazars, le groupe La Poste et le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Court le bruit selon lequel, Monsieur Barthelone, vous seriez complètement perché. Peut-être nous direz-vous donc ce soir si c'est une bonne situation, cela, perchiste. Quel plus beau métier que le vôtre, quel plus beau métier que celui de tendre tant de perches, de tire-fessées tout le jour, finalement, oui, de distribuer la parole, diriger cet orchestre, que dis-je, cet opéra des opinions qu'est notre Assemblée nationale. Pour esquisser le portrait de Claude Barthelone, aucun fusain ne vaudrait les mots du discours qu'il prononça lors de son intronisation au grade de grand schtroumpf. J'assume tout ce que je suis, un fils de prolétaire, un enfant de Tinus, né de père italien et de mère maltaise, qui un beau jour de 1960 dut transiter d'une rive à l'autre de la Méditerranée, de l'odeur des orangers et de la caresse du soleil, à la vie des usines du Pré Saint-Gervais. De la pasta del papa au couscous à rissa, le Claudio Barthelone a eu l'enfance joyeuse, ensoleillée, colorée. Voyez, mesdames et messieurs, comme il nous le rend bien, le président rayonne. C'est que le président peut se le permettre. Quatrième personnage de notre État, icône de ce qu'il aime à appeler le cœur battant de la démocratie, ancien député de la Seine-Saint-Denis, ancien ministre de la Ville, Claudio s'est hissé au nid suprême par la force des tracts et des balles des salles polyvalentes face la mairie et face le conseil général à Bobigny. Non, je ne serai pas de ces journalistes qui font systématiquement, lorsqu'on parle de la Seine-Saint-Denis, référence à NTM. Non, cousin, non, je ne ferai pas de rap à base cliché, à base de pop. Sur ta mi-face, sur ton gilet pare-balles, sur la possession de drogue, sur les jeunes fêtards, on verra bien. Ce que l'arrive nous réserve, on verra bien, vas-y, viens, on n'y pense pas. On verra bien. Mais non, wesh, c'est tout vu. Lorsque petit garçon, on rêve d'être président, on s'imagine qu'on pourra changer le monde. Et en réalité, quand vient le temps d'y penser en se rasant, on oublie ce destin fantasmagorique. Moi, j'ai trouvé la parode. Je ne me rase plus, Monsieur le Président. Imaginez pourtant une nuit chronie. Je serais à votre place. Ne serait-ce pas merveilleux qu'un jour nous entendions le président de l'Assemblée nationale dire « La parole est à Monsieur le Premier ministre ». Ah, Manuel a apporté sa guitare. Bon. Non, mais c'est super, Manuel. T'as estimé que c'était l'endroit où le faire. C'est continuer à me bousiller le sacré. Donc, la chanson de Maître Gims est à Monsieur le Premier ministre. Ce serait formidable. Ou alors, n'avez-vous jamais rêvé de dire un jour, mes chers collègues, en ce jour de timbale national, décrété par le président de la République, je vous propose d'observer, à la mémoire de la tatane qu'on s'est mise samedi dernier à la passe, une minute de poilade, une minute de rigolade, une minute de sympathie. Ou bien encore, l'Assemblée a adopté la loi pour les distributeurs automatiques de loukoum dans le métro. À 576 voix contre une, parce que Gérard, et merci Gérard est allergique à la pistache, merci de ta solidarité, merci de ton socialisme. Je vous l'accorde, cela est impossible. Cela est impossible, oui, notre force c'est notre loi, notre force c'est notre ordre, ce pendant qu'à l'Assemblée nationale japonaise, les députés se castagnent à vrai baffe ninja au sein même de leur hémicycle lorsqu'ils débattent du pacifisme constitutionnel. Seriously, guys. Et oui, notre force, c'est vous, garant d'une assemblée dont les députés se tiennent à peu près, expriment la voix du peuple et ne vont pas faire leur BHL en Syrie et engager ainsi notre peuple sur la vie qu'ils se font de notre diplomatie. Oui, notre force, c'est le pouvoir de notre assemblée.
Dixit Barack, lors d'un discours qu'il faisait l'an dernier sur l'immigration, lorsqu'interrompu par un opposant qui lui criait qu'il avait le pouvoir de faire cesser les reconduites à la frontière, le président Obama de répondre « If in fact I could solve this problem without passing laws in Congress, then I would do so. But we are also a nation of laws, and what I'm proposing is a harder path, which is to use democratic processes to achieve the same goal that you want to achieve. But it won't be as easy as just shouting. » Oui, vous, Claudio, second représentant de notre Congrès, vous détenez une part importante de ce pouvoir de changer le monde. En restant au perchoir 100 heures pour le mariage pour tous, vous avez participé activement au changement de notre modèle social. Vous militez aujourd'hui pour que soit permis au Parlement de mieux contrôler l'action du gouvernement. Demain, quand bien même vous renonceriez à ce pouvoir national pour devenir président de l'Île-de-France, vous auriez encore ce pouvoir de changer le monde. Mais pour que vos actes locaux trouvent écho à l'international, c'est un effet chenille qu'il faudrait espérer afin que si sortait à Paris de son cocon la brave chenille Claudio, un pays soit libéré du joug de l'obscurantisme outre-Méditerranée par l'effet dit chenille. Car oui, la question se pose de savoir si notre force, votre force, est suffisante. Je suis désolé de spoiler notre assemblée de ce soir, qu'elle me pardonne, mais de jolies phrases telles que « le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas » ou « la gauche unie, blablabli, blablablou, blablabloum ». De ces phrases lesquelles déboucheront sur des actes forts pour faire que la France soit un modèle face à la lâcheté des pays du Golfe dans cette crise humanitaire, pour qu'elle soit bel et bien suivie des Poutine, Obama, Erdogan, Orban, Merkel et tutti frutti, pour les principes qu'elle s'est fixés vis-à-vis du Bachar. Ce à l'heure où Ban Ki-moon ne considère plus la France comme un acteur incontournable dans la résolution de cette crise. À la veille de l'Uchronie, dont on pourrait amèrement sourire dans 10 ans, souffrez que j'use du seul et unique pouvoir que j'ai quant à moi. Chantez pour me faire un instant, rien qu'un instant, et empreint, je vous en prie, de toute l'humilité qui s'impose, le porte-cri de notre jeunesse. Nous sommes faits de sang, si rouge, si puissant, de violons, de violoncelles, de guitares éternelles, venus cracher en son flot, liberté, ce mot, de zinc d'où on l'écrit, et des rochers, le cri. Nous sommes faits de sang, nous, hommes rugissants, de leurs montagnes heureuses, aux neiges majestueuses, de leurs champs gorgés de fleurs, et leurs mers, la leur, pleines de poiscailles, aux milliards d'écailles. Et dans Homs coule ce sang, sur les roses et les mosquées bleues et or. Dans Palmyre coule ce sang, sur les temples, sur les voies lactées. Dans Alep coule ce sang, sur les vergers, sur les jardins secrets. Nous sommes faits de sang, de guerriers mugissants, pour la muraille hue, pour la mitraille tue, à grands coups de chiffon blanc, de rire d'enfants, prunelles des ailes, bordel des hirondelles. Nous sommes faits de sang, et de vent s'embrassant, pour que nos rêves se colorent, des soleils salvador, des bancs de cerfs-volants, d'éclats d'océan, du linge, des ruelles, des giclées d'aquarelle. Et dans Homs coule ce sang, sur les roses et les mosquées bleues et or. Dans
palmyre coule ce sang sur les temples, sur les voies lactées. Dans Alep coule ce sang sur les vergers, sur les jardins secrets. Nous sommes faits de sang, oui nous sommes faits de sang. Des pierres de Malna, du souk à Madina, nous partageons le ciel, les chansons de Brel. Nous sommes faits de sang, nous sommes faits de sang. Nous sommes faits de sang, nous sommes faits de sang. Nous sommes faits de sang, nous sommes faits de sang. 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 Merci Tristan, merci Elvé. Claude Bartolone, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous deux et bonsoir à vous tous. Alors, comme le veut la tradition, il y a un petit droit de réponse sur la présentation originale que vient de faire de vous Tristan. Donc vous avez quelques instants pour lui répondre et savoir si vous êtes fait de sang vous aussi. Frère de sang, oui, à une seule condition, qu'il ne parle pas de la Seine-Saint-Denis comme il a failli en parler. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que, d'abord, on y reviendra peut-être, c'est un territoire qui connaît aujourd'hui des difficultés économiques et sociales, mais c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. Et j'insiste là-dessus parce que chaque fois qu'il y a, et je ne sais pas si vous avez entendu la matinale de Cohen la semaine dernière, je me suis pris un peu de bec avec l'humoriste à la fin qui me faisait le numéro de Don Bartolone. Je lui dis, vous imaginez pas ce que ça peut représenter. Parce que je suis de la Seine-Saint-Denis, il faisait ce lien entre mes origines familiales et ce département. Et je lui dis, bien entendu, là vous le faites au président de l'Assemblée nationale, et je suis assez solide pour pouvoir résister à ce genre de choses. Mais je pense aux enfants de ce département, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Imaginez qu'encore dans 50 ans, puisque ça fait en gros 50 ans que je suis en Seine-Saint-Denis, on les renvoie à leurs origines. Donc, en dehors de cela, bravo pour les talents de chanteurs. Et pour le reste, je veux bien être frère de sang. Merci, Monsieur Bartolone. Alors, nous sommes aujourd'hui à 67 jours du premier tour des régionales. Donc, vous êtes candidat pour la région Île-de-France. Concernant votre programme, peu de choses ont été dévoilées pour l'instant, puisque vous êtes toujours en consultation citoyenne. Votre programme sera annoncé officiellement début novembre. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques axes de ce programme ? Oui, d'accord. Mais vous ne le direz à personne. Ça restera entre nous. Alors, vous savez, quand vous êtes candidat à une élection, on reviendra peut-être sur les raisons qui m'ont amené à accepter cette proposition. Mais moi, je ne vais pas devant les électrices et les électeurs en leur disant « Écoutez, soufflez-moi parce que je ne sais pas ». D'abord, pourquoi ? Parce que j'ai un parcours électoral. J'ai été maire du Pré-Saint-Gervais, j'ai été président du Conseil général, et donc j'ai des intuitions, j'ai des orientations. Mais je pense que, à la fois pour le respect de mes amis et pour le respect des citoyens qui ont accepté de s'associer à la réflexion de ce programme, j'ai voulu qu'il y ait cette phase de transition. Pourquoi je suis aussi attentif à la région Île-de-France ? Parce que quand on parle de la région Île-de-France, d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné modifier le nom de cette région Île-de-France ? Parce que parler de la région Île-de-France sans mettre Paris dans le nom, alors que c'est la deuxième marque la plus connue au monde, est-ce qu'on ne perd pas une partie d'énergie ? Vous avez des idées pour les noms ? On verra. Mais voyez, je pense que quand je me déplace à l'étranger et que j'évoque l'Île-de-France, en gros, on me demande quel est le numéro de téléphone. Si je dis Paris-Île-de-France, au moins ils comprennent à peu près de quoi il s'agit. Et pourquoi j'y suis attentif ? Parce que nous représentons 30% du produit national brut de la France.
C'est-à-dire que si l'Île-de-France ne fonctionne pas, eh bien, c'est la France qui peut connaître une panne. Et j'insiste aussi là-dessus, pourquoi ? Parce que maintenant, et quelquefois, il y a besoin encore de pédagogie vis-à-vis de nos amis des autres régions. Nous ne sommes plus en concurrence, la région Île-de-France contre la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou PACA. Nous sommes dans une métropolisation indispensable de la région qui devrait être en concurrence avec les autres métropoles mondiales. Quand un investisseur étranger s'intéresse ou ne s'intéresse pas à la région Île-de-France, il y a peu de chances qu'on le retrouve dans l'Hexagone. Ce sera Berlin, ce sera Milan, ce sera Shanghai, ce sera Tokyo, demain à nouveau Moscou. Et du coup, il faut qu'on y soit attentif. Il faut que l'on y soit attentif parce que ça représente quelque chose. Et il faut qu'on y soit attentif parce que nous sommes certainement à un tournant. Nous avons perdu la bataille en ce qui concerne l'industrie. C'est l'Allemagne qui l'a gagnée. Nous avons perdu la bataille en ce qui concerne la place financière. Pour le moment, c'est Londres qui l'a emportée. Et nous avons tout intérêt à voir ce que peut être la chance que nous pouvons avoir dans le cadre de ce nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés, pour qu'il permette, bien entendu, la création de richesses au niveau économique, mais au service d'un projet social. Et c'est parce que nous sommes dans cette période charnière où il faut profiter de cette double transition écologique et énergétique, il faut profiter du fait que nous rassemblons 40% de la recherche française et nous sommes la première place de recherche au niveau européen pour voir comment cet écosystème peut être mis au service d'un projet politique. Et c'est cela qui va m'amener peut-être au cours de la soirée à vous donner 2 ou 3 indications sur ce que j'aimerais faire. Donc on attend ça avec impatience. Claude Bartolone, vous voulez faire la promotion de l'Île-de-France et l'une de vos mesures pour l'instant que vous avez annoncée en dehors du programme qui va être annoncé comme nous l'avons dit précédemment en novembre, c'est l'écotaxe. Donc vous avez choisi vous avez en tout cas annoncé qu'une écotaxe était dans votre programme. Le problème, c'est qu'on s'en souvient, en janvier dernier, l'écotaxe a été un fiasco au niveau national, notamment lié aux manifestations des bonnets rouges. Et le Monde, je m'en souviens, titrait fiasco financier, faute politique. Comment assurez-vous aujourd'hui aux Franciliens qu'il n'y aura avec l'écotaxe Bartolone pas de fiasco financier et pas de faute politique? Alors, je vous l'ai dit, j'ai cette double préoccupation de la révolution écologique et énergétique. Et si nous voulons réussir à rentrer dans, y compris pour des raisons sanitaires, on le voit avec le problème posé par les moteurs diesel, il faut que l'on réussisse ce pari, y compris dans nos infrastructures. Pour des raisons historiques, nous avons fait le choix au niveau national du tout TGV. La SNCF, et pas que la SNCF, les pouvoirs publics, tous, à un moment donné, sont tombés dans le tout TGV. Et aujourd'hui, la région Île-de-France peut être paralysée par ce tout TGV qui a amené la SNCF en particulier à ne pas s'intéresser à l'ensemble des transports de la région Île-de-France. Je le dis souvent, le RER A transporte chaque jour 4 fois plus de passagers que l'ensemble des TGV qui rouleront dans la journée. Et pour autant, nous avons un système de transport qui est à bout de souffle. Sur la ligne du RER C, les caténaires ont 80 ans. Nous avons eu en 2005 un premier avertissement puisque la SNCF avait, et c'était intelligent, demandé à l'école polytechnique de Lausanne de faire un premier rapport sur l'état de nos infrastructures. Et déjà, il disait « attention, alerte rouge ». Et si l'on veut réussir à la fois à rattraper nos infrastructures, changer tous les trains des RER, et notamment le RER B, notamment en prévision des Jeux Olympiques, mais j'espère qu'on y reviendra. Si l'on veut réussir la modernisation de nos infrastructures, sur le calcul à vue de nez que j'ai eu l'occasion de faire avec mes collaborateurs, d'ici 2025, il faut 25 milliards. Aujourd'hui, les moyens financiers doivent relever de l'État pour les infrastructures, parce que dans le cadre du partage de compétences, ce n'est pas la région qui les finance. Et lorsque je vois quels sont les moyens financiers qui sont à notre disposition, puisqu'il n'y a plus de levier fiscal au niveau régional, je le regrette, j'ai eu l'occasion au moment des lois de décentralisation
d'intervenir là-dessus. Il n'y a plus que la taxe sur les cartes grises, ce qui représente quand même quelque chose de très minime par rapport aux 5 milliards de budget de la région. Donc, il faut avoir le courage de dire on ne rasera pas gratis, il faut trouver une solution. Et donc, je pense que, compte tenu de l'emplacement de la région Île-de-France sur le flux nord-sud européen, compte tenu de ce que représente le transport poids lourd et notamment le transport de poids lourds transit, il faut être capable de s'expliquer avec les habitants de la région et expliquer que si on ne veut pas que ce soit le versement transport qui augmente, si on ne veut pas que ce soit le prix réclamé aux usagers, il faut trouver une autre solution. Et c'est pour ça, même si cela nécessitera de la pédagogie, je préfère le risque d'être à un moment donné impopulaire plutôt que de voir à un moment donné l'ensemble de notre système de transport en rade et surtout ne pas être à la hauteur pour répondre à ce défi écologique et de ce que représente dans ce défi la nécessité de réduire à la fois le nombre de poids lourds et le nombre de véhicules sur nos routes. Très bien. Valérie Pécresse, donc votre principal adversaire, sera l'invitée des Mardis de l'ESSEC dans 2 semaines exactement. Elle sera assise à votre place. Quelles questions souhaiteriez-vous lui poser ? Alors, plusieurs. D'abord, sachez une chose. Peut-être que c'est le nombre d'heures de vol que j'ai au compteur. J'insiste là-dessus. J'essaye d'éviter les attaques personnelles en direction des différents adversaires politiques parce qu'il faut qu'on s'habitue à une chose, c'est que la démocratie, ce n'est pas la guerre civile. Et je vais être encore plus précis pour vous expliquer la raison pour laquelle j'essaye d'avoir un ton mesuré, y compris dans les débats politiques. C'est qu'avec ce que représente le danger du Front National sur la société française, au moment où je vous parle, on est sûr que la candidate du Front National sera au 2e tour. C'est-à-dire qu'au 2e tour, il y aura un ou une des candidats des autres partis républicains. Et on ne peut pas se taper dessus ou se cracher dessus et demander au soir du 2e tour un vote pour le candidat républicain qui resterait en liste. Donc, je souhaite, par mon comportement, être tout à fait attentif à cela. La question que je voudrais lui poser, c'est que bien souvent, les uns comme les autres, on parle de développement économique. Mais le développement économique sans progrès social, ça ne peut pas exister. Et je voudrais lui poser 2 questions. 1, que pense-t-elle des 20 000 logements qui sont sociaux, qui sont bloqués en termes de construction, dans les municipalités qui sont passées de gauche à droite au moment des dernières élections municipales? Pense-t-elle que le réseau du métro du Grand Paris, qui va permettre de construire 205 km de métro automatique pour un coût de 32 milliards, peut être mis au service d'un projet de territoire où on continuera à avoir les richesses à l'ouest et les plus pauvres et les logements sociaux plutôt à l'est? Très bien, on lui posera ces questions-là au prochain débat. Donc, Monsieur Barthelone, vous vous présentez devant les Franciliens, munis d'une solide expérience politique, à la fois locale et nationale. Il n'empêche que ces Franciliens vous voient comme l'héritier du bilan de François Hollande. C'est facile à assumer, 10,5% de chômage, dont 24,9% chez les jeunes. Est-ce que vous assumez ce bilan du gouvernement ? Alors, j'assume le travail qui a été fait par le président de la République au niveau national, mais ce n'est pas le bilan du président Hollande que j'assume au niveau régional. Alors, je peux répondre aux 2 questions en scissiparité, si vous me le permettez. Le bilan de Jean-Paul Huchon, bien entendu que je l'assume. Au moment où il a été élu, lorsque l'on parlait des lycées de la région Île-de-France dans notre région, ça passait par la case prison. C'est-à-dire qu'avant que Jean-Paul Huchon n'arrive, la construction des lycées en région Île-de-France avait abouti à un des plus grands scandales financiers du financement de la vie politique. Aujourd'hui, non seulement on en a enfin fini avec ce genre de pratique, mais nos lycées ont été modernisés. J'assume le bilan de Jean-Paul Huchon parce qu'il a su obtenir de l'État, enfin, à partir du moment où la région a eu la responsabilité du STIF, la possibilité de moderniser nos transports. Et quand on voit les prolongements de lignes de métro, l'apparition des tramways, il y a quelque chose d'important qui a été fait. J'assume y compris la dernière décision avec le pass Navigo unique qui en finit avec cette aberration où les usagers qui habitaient en grande couronne en particulier étaient ceux qui payaient le plus pour les transports,
alors qu'ils avaient moins de moyens de transport à leur disposition que Paris intramuros et les habitants de Paris intramuros. Alors après, pour ce qui concerne le bilan du président de la République, j'assume toutes les difficultés que nous avons eues, de devoir arriver dans un pays où le déficit était de 5,5% et où le stock de dette avait augmenté de 600 milliards. J'assume le fait de dire nous avons demandé des efforts aux Français parce que c'était de notre indépendance dont il était question. L'on a vu dans les mois qui ont suivi la gestion de la situation économique française ce qu'ont été les coûts payés par les Espagnols et les Grecs en particulier avec l'envolée des taux d'intérêt. Je préfère que nous ayons eu à demander un effort aux Français pour maintenir notre indépendance et répondre notamment au renforcement indispensable des services publics et à l'amélioration des marges de nos entreprises, parce que l'entreprise est un bien commun, plutôt que de continuer à s'enfoncer dans la dette et rentrer dans une certaine perte de notre indépendance. Et donc, quelles que soient les difficultés que nous ayons pu connaître, y compris au niveau électoral, j'assume. Très bien. Alors, vous représentez aussi l'homme du rassemblement pour la gauche. Donc, vous avez été désigné comme le candidat qui pouvait rassembler. C'est justement la force qui manquait, comme vous l'aviez précisé dans différentes interviews à Jean-Paul Huchon. Donc, vous êtes l'homme du rassemblement de la gauche. Justement, Jean-Christophe Cambadélis propose un référendum sur l'union des gauches aux prochaines régionales, dans un contexte qui est parfois un peu difficile à saisir pour les électeurs, c'est-à-dire celui d'un gouvernement qui est plutôt social-démocrate, qui va partir sur une gauche libérale, plutôt de centre-gauche, mais en même temps, on va leur dire, pour les régionales, faisons union avec le Parti communiste ou ayons des discussions avec le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Comment expliquer ça à des électeurs qui, du coup, pourraient s'y retrouver perdus et n'y voir, du coup, que des manœuvres politiques ? Alors, il y a deux questions dans la question. D'abord, la première des choses. C'est vrai que vous m'auriez invité il y a un an, je ne savais pas que j'allais être candidat aux élections régionales. Parce que j'ai toujours eu la volonté dans ma vie politique de préparer les générations qui suivaient. Quelles que soient les responsabilités que j'ai eues, j'ai essayé à chaque fois de préparer la génération d'après. Bon là, malheureusement, nous sommes tombés dans une situation délicate où, pour un certain nombre de responsables qui auraient pu prétendre à ce poste, ils étaient engagés dans des responsabilités ministérielles. Je dois vous dire que j'ai vu que l'on pouvait tomber dans une difficulté au moment des régionales dès le lendemain des élections présidentielles. Et je me souviens, on devait être septembre 2012, parce que je vois régulièrement le président de la République. Au cours des années, on a même établi des liens d'amitié sans être dans une position de devenir vassal. Je me suis même engueulé avec Hollande, quels que soient les liens d'amitié que l'on pouvait avoir, quand il y avait des différences politiques ou quand il y avait des moments où on était vraiment sur des positions très différentes. Je vous renvoie aux articles de presse au moment du fameux traité constitutionnel européen, où là, comme on peut dire, ça a chauffé. Qui a eu raison finalement ? Comment ? Qui a eu raison entre François Hollande ? Parce qu'il avait proposé ce référendum interne et puis il avait proposé au Parti socialiste de voter oui, alors que j'étais fermement contre ce traité constitutionnel et j'étais sur la position du non. Donc vous imaginez les soirées amicales. Je vous laisse facilement l'envisager. Donc, que je vous résume, ou sinon je vais être trop long. Donc j'avais été le voir, je lui ai dit voilà, on va avoir un problème sur nos régions. Compte tenu de la situation, il faut penser au renouvellement, et notamment sur la région Île-de-France. Il m'a dit, tu as une idée ? Je lui ai dit, écoute, j'en ai une, mais je ne pourrais pas la porter sans savoir exactement ce que tu veux faire de lui. C'est Manuel Valls. Il m'a dit, écoute, va le voir. J'ai été voir Manuel. C'était compliqué puisqu'à l'époque, on nous disait concurrent pour Matignon. Et je lui ai dit, Manuel, voilà, maintenant, il faut essayer de voir exactement comment on s'organise. Qu'est-ce que tu vises ? Est-ce que tu vises que Matignon, ou est-ce que tu penses à un moment donné pouvoir être candidat aux élections régionales ? Il m'a dit non, Claude, je pense que j'ai de bonnes cartes pour pouvoir prétendre à Matignon, donc je fais l'impasse sur les régions. Pas vous ? J'ai été voir Benoît Hamon,
qui me semblait pouvoir être aussi un candidat de la nouvelle génération, qui pouvait prétendre là aussi à ce poste. Et lui, à l'époque, il n'y avait pas eu l'épisode Montebourg, m'a dit non, j'ai un poste ministériel, je veux montrer ce que je suis capable de faire. Bon. Et pris dans les différentes difficultés que l'on a connues au moment des élections municipales, au moment des élections départementales, le dossier était un peu passé. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une animosité importante qui s'était installée entre le président Huchon et sa première vice-présidente, Marie-Pierre de La Gontrie. On a tout fait. Je les ai même invités à déjeuner pour voir s'il était possible de réussir à les rabibocher. Et je vous le dis, pas du tout pour des questions de pouvoir. Vous imaginez bien que lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, franchement, on n'a pas de frustration électorale. Mais je me suis rendu compte de ce que pouvait représenter le danger de la division des socialistes et de la gauche, si à un moment donné, après qu'un certain nombre de mes camarades, notamment Anne Hidalgo, m'ont amené à prendre mes responsabilités, j'aurais eu du mal à ne pas le faire. Donc voilà comment ça s'est fait. J'insiste là-dessus parce qu'il est des moments où ce n'est pas forcément la lutte des places, hein, pour être clair. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité d'accepter ce rôle de fédérateur qui m'était échu par la vie. Après, vous savez, il faut accepter l'idée qu'il y a des formations politiques différentes à gauche. Et depuis toujours, qu'il y a entre la gauche et les écologistes des débats qui ont toujours existé. Mais il me semble quand même assez facile de dire à celles et ceux qui sont les porteurs de ce bilan Huchon, quand je vois les uns les autres se balader en disant le pass Navigo, c'est nous. Lorsque je les vois se féliciter de l'amélioration des transports, lorsque je les vois se féliciter du renforcement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, eh bien écoutez, je leur dis, quels que soient les débats que nous avons pu avoir, et dans la gauche française, il y en a toujours eu, nous avons su, malgré nos différences, nous rassembler pour gérer les collectivités locales. Et c'est la raison qui m'amène à leur reproposer de nouveau, pour le premier tour ou le deuxième tour, cette proposition d'accord de gouvernance. Rassembler, ça va aller jusqu'à l'UDI ? Pardon ? Rassembler jusqu'à l'UDI ? Vous savez, d'abord, pour le moment, l'UDI est engagé avec Madame Pécresse. Donc, c'est très difficile de leur proposer cela. Mais à un moment donné, vous voyez, pour éviter, y compris le piège de la question que vous m'avez posée pour les communistes ou les écologistes, c'est le projet qui doit favoriser le rassemblement. C'est le projet qui doit permettre aux uns et aux autres de dire, voilà, on a envie de travailler avec eux ou plutôt les autres. Donc, vous voyez, la bonne manière de faire, y compris pour en finir avec cette division de la société française portée par peut-être plus le scrutin uninominal à 2 tours au moment des élections législatives et l'élection présidentielle qu'on l'imagine, c'est d'être capable de dire, pour éviter les combinations, pour me renvoyer à mes origines, eh bien, c'est le projet qui doit permettre le rassemblement. Donc après, chacun se détermine. Regardez, j'ai à connaître de cette situation au moment où je vous parle, enfin dans la même période, puisqu'il y a une division chez les écologistes. Jean-Vincent Placé et 16 membres du Conseil régional écologiste ont décidé de partir du groupe écologiste. Et nous avons des discussions avec eux pour savoir si nous pouvons avoir une position commune à la fois sur le bilan et une position commune à la fois sur les propositions. Et c'est sur cette base-là que nous verrons si nous sommes capables d'être ensemble sur les mêmes listes. Très bien. Donc finalement, comprendre les enjeux du scrutin en Ile-de-France et aussi comprendre la problématique du Grand Paris. Donc, pour rappel, le Grand Paris a pour vocation de transformer l'agglomération parisienne en une métropole mondiale du XXIe siècle. Donc, elle a pour objectif de créer 200 km de voies de métro automatiques, de créer un cluster technologique au niveau de Saclay, sur le plateau de Saclay, et d'améliorer la gouvernance entre Paris et sa banlieue. Dans la mesure où le gouvernement s'est engagé dans un choc de simplification des échelons administratifs et de décentralisation en France, est-ce que finalement la création de la métropole du Grand Paris n'est-elle pas un pari trop grand ? Est-ce que vous allez faire du Grand Paris une petite Île-de-France ? Alors, soyons précis là-dessus aussi. Vous pouvez retrouver ça sur Internet.
je venais d'être élu président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis et je commettais, pour vous montrer que je suis capable d'écrire dans de nombreux journaux, un article dans le Figaro qui s'appelait « Le périmètre des cathédrales ». Parce que je me suis rendu compte que la dynamique de fonctionnement de notre région dépassait notre région. Et lorsque vous voyez le périmètre des cathédrales, eh bien ce périmètre historique fonctionne encore. Quand vous voyez le nombre de citoyens qui sont autour d'Orléans, qui ont des contacts économiques ou d'emploi avec Paris, et vous regardez Rouen, vous regardez Reims, et vous regardez Amiens, pour ne prendre que celle-là, et c'est un périmètre pertinent. Et alors que j'étais président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, j'ai fait une proposition de supprimer les départements de la première couronne pour ne former qu'une entité. Et c'est avec le même raisonnement qu'au moment où nous avons discuté il y a 1 an et demi de l'aménagement territorial, nous avons proposé la métropole parisienne. Pourquoi ? Pour 2 éléments majeurs. Et vous verrez que je dois avoir des marottes puisque c'est lié aux questions que je posais à Mme Pécresse. La péréquation financière, pour en finir avec les communes riches et les communes pauvres, les territoires riches et les territoires pauvres, et la péréquation en termes de production de logement social. Or, les égoïsmes locaux, et il y en a pour tout le monde, et ce n'est pas simplement une division droite-gauche, ont amené un certain nombre de maires à vouloir rester campés sur leur capacité de gestion de leur PLU et de l'attribution des permis de construire. Et en ce qui concerne la péréquation fiscale, elle a été mortenée. Donc, je vous le dis, pour moi, la métropole aujourd'hui est un ersatz d'aménagement territorial, et mon projet est clair. Puisque la métropole a été un échec, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec en gros 400 millions destinés au développement économique qui pourraient être gérés par une assemblée supplémentaire de 250 élus, je rentre dans la concurrence et il faudra arriver à une métropolisation de la région qui me paraît être aujourd'hui le territoire peut-être plus pertinent pour conjuguer centre-ville, Paris intramuros et grande couronne, et pour réussir à installer cette péréquation. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est le mot peut-être moteur qui m'a amené à m'intéresser à la politique et faire de la politique. Égalité. Égalité. Égalité, ce n'est pas égalitarisme, soyons clairs, et je le dis ici devant des étudiants de l'ESSEC. Moi, bien entendu qu'il faut que l'on dégage des femmes, des hommes, des jeunes garçons et filles qui soient capables d'être une élite de notre modèle républicain. Mais à condition que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient condamnés aux tribunes ou au banc de touche et que chacun puisse avoir la possibilité de jouer la partie. Malheureusement, c'est une grande boîte multinationale qui m'a piqué un slogan que j'aurais bien pris pour faire comprendre ce que je voulais en termes d'égalité. C'est égalité républicaine, après Just Do It. Alors vous parlez d'égalité justement. Il y a également la problématique d'égalité des chances. Donc on est en grande école de commerce. L'ESSEC justement propose un certain nombre de programmes, notamment une grande école Pourquoi pas moi, qui propose à des étudiants issus de quartiers modestes un suivi personnalisé. Alors vous êtes plutôt pour la méthode des quotas. Pourquoi ? Alors pas du tout. Je ne suis pas du tout pour la méthode des quotas. Je les utilise quelquefois en pis-aller. Par exemple, Abdelmalek Riyad, qui est mon collaborateur à la présidence de l'Assemblée, m'a incité à accueillir. J'ai demandé à tous mes collaborateurs de faire du coaching. C'est-à-dire que tous reçoivent au cours de l'année un des étudiants des quartiers prioritaires pour les coacher dans le cadre de la préparation du concours à Sciences Po. Et je suis très heureux, c'est que maintenant, ça a été tellement une preuve pour l'Assemblée nationale que tous les administrateurs de l'Assemblée font du coaching. Mais c'est un pis-aller. C'est une preuve que ça peut se faire, mais bien entendu que pour ma part, je ne suis pas pour les quotas. Et voyez, vous avez employé une expression que je déteste, l'égalité des chances. Chance. Vous imaginez ? Comme si nous jouions nos vies au casino. Vous imaginez ce que ça représente ? C'est justement le facteur chance que je veux faire reculer. Le facteur chance dont vous parlez dans votre livre, justement. Bien sûr, c'est terrible pour un certain nombre de jeunes qui se disent finalement, avant même d'être adulte, j'ai pas eu de chance, je suis né dans la mauvaise famille, j'ai pas eu de chance, j'ai pas la bonne couleur de peau, j'ai pas de chance, j'habite pas dans le bon quartier, j'ai pas de chance, j'ai pas la bonne école qui va me permettre de réussir. Le projet républicain, c'est justement le projet de faire reculer le facteur chance. Alors après, eh bien, c'est pour ça que je le dis, tout commence par l'école.
Tout commence par l'école, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est parce que je suis passé par là, peut-être que je le sens intimement, tout commence par l'école. Et c'est pour cela, quand j'ai vu un certain nombre de collectivités locales s'opposer à l'aménagement des rythmes scolaires, j'étais furieux. Alors que moi, je voudrais l'aménagement des rythmes scolaires, y compris pour les lycées. Pourquoi ? Parce que former un citoyen ou une citoyenne, d'abord, il y a besoin d'affection. On ne grandit pas sans amour. Et après, c'est un mélange subtil d'instruction et d'éducation. D'instruction, il faut des moyens, et c'est une des raisons qui m'a amené à soutenir cette proposition de créer 60 000 postes d'adultes pour l'éducation nationale, des moyens pour l'éducation nationale. Mais l'instruction ne suffit pas. Il y a aussi l'éducation. Et l'éducation, c'est la possibilité, pas simplement dans des familles qui sont motivées, de permettre à des jeunes de connaître la littérature, la musique, le théâtre, d'avoir droit à tous les goûts culturels pour pas que l'on en revienne là aussi à la culture sectorielle ou du ghetto, le rap pour les banlieues et l'opéra pour les centres-villes. Et là, on rentre dans un véritable projet politique. Moi, vous voyez, c'est cela. Si j'ai qu'un seul message à vous faire passer, mon fils a fait aussi une grande école, donc je n'ai pas de complexe par rapport aux grandes écoles. Mais je veux qu'il y ait ce projet politique de dire, voilà, il faut que ce ne soit pas ce constat auquel nous sommes de plus en plus contraints de voir que c'est une partie de la population bien précise qui a le droit à notre élite en termes d'établissement d'enseignement ou école de commerce et que les autres n'ont même pas la possibilité d'en rêver. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pas que linguistique. Égalité républicaine. La chance n'a rien à voir dans le fait d'élever des enfants et leur permettre de grandir. Alors justement, vous étiez sur le thème de Paris tout à l'heure. On comprend bien que Paris va devenir, dans quelques semaines maintenant, la capitale mondiale de l'écologie, avec l'accueil notamment de COP21. Donc COP21, cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui aura lieu donc du 30 novembre au 13 décembre prochain, au Salon du Bourget d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis. Elle aura pour objectif d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à l'ensemble des pays, afin de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, enfin l'augmentation du réchauffement climatique en deçà de 2 degrés d'ici 2050. Aujourd'hui, 56 pays ont déjà donné des objectifs donc, à atteindre en termes de réduction de gaz à effet de serre, ce qui représente grosso modo 60% des émissions de CO2 dans le monde. Avec cependant de grands absents et de grandes déceptions. On pense notamment à la Chine, à l'Inde, à l'Australie ou même au Canada. COP21, pour l'instant, est sur de bons rails, mais il peut dérailler à n'importe quel moment. Dérailler à n'importe quel moment, c'est quand même possiblement avoir un nouvel échec pour le gouvernement. Est-ce que c'est possible ? Alors, d'abord, vous voyez où mène la discrimination territoriale. On n'a pas réussi à combattre le fait de la COP21 à Paris, alors que pour l'essentiel, elle va se dérouler au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Ça a été mentionné. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vais vous dire une chose. Si c'était échec ou pas du gouvernement, à la limite, ce ne serait pas grave. Ce ne serait pas grave. C'est échec ou pas pour la planète. Et au moment où nous parlons, rien n'est définitivement réglé. La réunion qui a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement hier aux Nations Unies, pour une fois, a installé un niveau supérieur d'espérance. Mais le problème maintenant, ça va être le montant du chèque. Parce que c'est évident que vous n'allez pas demander aux pays africains, aux pays en développement de rentrer dans cette transition, ou pire, de dire on vous laisse tomber, vous n'êtes pas concernés par cela. Et les pays qui ont le plus dégradé notre climat, ne pas accepter de faire un effort en leur direction. Ça, ce n'est pas encore réglé. La France a donné un signal diplomatique par la voix du président de la République en annonçant 1 milliard supplémentaire hier, mais ce n'est pas réglé. Après, vous avez avancé un certain nombre de pays où je pense que les choses ne sont pas faites. En Australie, le Premier ministre vient de changer pour le plus grand bien de l'Australie et on va voir ce que ça va faire. Parce qu'il n'est pas du tout sur la même tonalité et les positions que son prédécesseur. Xi Jinping.
président j'ai représenté la France à Pékin pour le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine par la France. Et c'était vraiment une rencontre très intéressante. Et ça m'a fait très plaisir parce que quand il est venu en France, il a demandé à l'ambassade de dire « Ok, je vais en France, mais je veux avoir un déjeuner à l'Assemblée nationale. » Bon. Et c'était très intéressant parce que le jour où je l'ai rencontré, nous étions à Pékin, dans un des hôtels de la place Tiananmen, et j'étais au 14e étage et on ne voyait pas le trottoir. Donc, au moment où je le rencontre, je lui dis « Président, quand même, quelle pollution ?» Il me dit, vous comprenez pourquoi on a installé un grand écran LED sur la place Tiananmen, parce que comme ça, au moins, les Chinois peuvent voir, puisque le film représente le lever et le coucher du soleil, peuvent voir une fois au moins dans la journée le lever et le coucher du soleil. Mais il m'a dit deux choses intéressantes. Une qui donne une idée du régime. Il m'a dit, le maire de Pékin a pris des engagements, et dans les 5 ans qui viennent, il aura intérêt à les tenir. Donc là, on voit ce que peut être encore le centralisme démocratique. Mais il m'a dit quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui me laisse penser qu'il peut y avoir des mouvements. C'est qu'il me dit, vous devez savoir, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que l'année dernière, 90% des mouvements sociaux que nous avons connus en Chine avaient pour une raison liée à la dégradation de l'environnement. Et si ce n'est pas pour la planète, ce sera pour le régime. Et vous verrez qu'ils s'y intéresseront. Là, il y a 3 mois, je recevais à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une visite d'État, le Premier ministre indien. Et donc, c'était très intéressant. Des fois, vous savez, vous vivez des choses dans la grande politique qui partent de tout petits trucs. Donc, le premier déjeuner officiel qu'il avait était à l'Assemblée nationale. Et le président Hollande m'avait appelé en disant « Surtout, tu ne lui parles ni des Rafales, ni de la COP 21, pour pas qu'il reprenne son avion et qu'il ne parte se sentant agressé. » Et lorsque je reçois un invité à l'Assemblée nationale, mes collaborateurs téléphonent généralement à l'invité pour savoir s'il a des interdictions alimentaires. Et le chef de cabinet du Premier ministre indien a dit à mon chef de cabinet « Non, non, il n'a aucune interdiction alimentaire, mais il est végétalien. » C'est commun en Inde. Vous imaginez la tête de mon chef de cuisine à qui on dit, voilà, il y a un repas officiel, nous serons une 60aine de personnes et il faut un repas végétalien. Et vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Donc il arrive, il s'installe, il ouvre le menu, son traducteur lui donne le menu, découvre l'attention qui avait été portée en direction de sa personne par la République française. Et la première des choses qu'il me dit, c'est « Je suis très heureux d'être ici parce que nous allons acheter des Rafales. » Et la deuxième chose qu'il avance, c'est, et je sais que nous allons parler de la COP 21, comment pouvez-vous imaginer que le pays qui représente 1 humain sur 8 sur la planète ne prenne pas des engagements en direction de la COP 21. Ce n'est pas fait, mais vous voyez un certain nombre de maturations. Pour le Canada que vous avez cité, c'est vrai, parce que sur toute la côte ouest en particulier, il y a l'exploitation des huiles liées au gaz de schiste, et donc il y a une certaine, résistance. Mais regardez à Vancouver devient certainement un des territoires, une des grandes métropoles les plus avancées sur l'équilibre énergétique en 2050. Et je termine par Obama. Obama, moi je compte beaucoup sur lui. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le cas d'un président américain qui finit son 2e mandat, il va vouloir laisser une trace dans l'histoire. Et Obama n'a jamais autant parlé d'environnement que depuis la dernière année qui vient de s'écouler. Donc, rien n'est fait. Rien n'est fait, mais on peut avoir un minimum d'espérance. Oula. Je ne suis pas sûr que... Ah, peut-être qu'il essaye de convaincre Poutine, là. Très bien. Je vous propose de passer à notre petit jeu des mardis. Alors, comme vous le savez, Monsieur Bartolone, les régionales approchent.
Et peut-être une nouvelle vie s'offre à vous, celle de président de la région Île-de-France. Mais avant cela, il faut changer de look. Par exemple, vos lunettes. C'est pas possible, vos lunettes. Elles ressemblent étrangement à celles de Mac Lesguy. Et puis, on n'est pas les seuls à vous le dire concernant votre look. Votre frère Renato Bartolone vous le dit après chacune de vos interventions télévisées. Donc, Julien et moi, on vous propose de jouer à notre jeu. Donc, un nouveau look pour une nouvelle vie. Le concept est simple. On va vous proposer 3 looks, 3 styles. Et puis, vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. Ne me dites pas que vous avez été voir mon frère pour lui demander des conseils. Dans ce cas-là, on ne vous le dit pas. Voilà. Ah, alors, on va commencer par vos lunettes. Donc, vous avez le choix entre les lunettes d'Eva Joly, les lunettes Je garde les miennes. d'Emmanuel Macron ou les lunettes de Jacques Chirac. Allez, non, je garde les miennes, vraiment. Vraiment? Vous voulez pas gagner, du coup? Ouais. Très bien. Obligé de choisir? Oui, allez-y. Oh là là. Bon, et celle-ci, elle vous tente? Bon, allez, je prends celle du président de la République. C'est noté. Là, c'était terrible. Vous vous souvenez, c'était lorsqu'il avait été dans le cadre des manifestations pour la libération. 70e anniversaire à Caen. Et il était, enfin, c'était l'horreur. Moi, j'aurais mis au pas ses collaborateurs. Ils n'ont même pas consulté la météo avant de l'envoyer. Non, mais franchement, heureusement que les miens ne me font pas ça. Hein. Alors, les lunettes, c'est une chose. Maintenant, la coupe de cheveux. Évidemment, que des commentaires capillaires. Alors, je vais prendre celle de Fillon. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure. Bon, moi, j'ai été élu par accident, mais je vous raconterai ça un autre jour. Et j'ai fait partie en 81 du bureau d'âge, c'est-à-dire les benjamins, les plus jeunes, les 6 plus jeunes, qui escortent le doyen. À l'époque, c'était Marcel Dassault. Et bien entendu, j'ai une photo où je suis tout gamin, quasiment, à côté de Fillon, et il est devenu mon protecteur. Pourquoi? Parce que souvent, les responsables de droite, au moment d'une élection législative, me disent « Ah, ça fait trop longtemps qu'il est là, sortez-le, ça fait longtemps, il y en a marre, il y en a marre ». Et je sors ma photo où je suis avec Fillon, et je dis « Quand il arrête, j'arrête ». Donc, je prends ses cheveux. Alors, en plus de la coupe de cheveux, on va vous demander de choisir la cravate. Alors, comme c'est pas forcément évident, donc c'est la cravate de Jérôme Cahuzac, donc ancien ministre du budget, parti pour un scandale de compte en Suisse. Thomas Thévenoud, parti donc du gouvernement où il occupait un poste de secrétaire d'État pour des raisons d'arriérés fiscaux, et Aquilino Morel, ancien conseiller de Lionel Jospin et ensuite plume de François Hollande et conseiller spécial auprès du président, qui est parti pour une raison de conflit d'intérêts avec l'IGAS lié à ses activités avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc la cravate? Eh bien, je vais vous dire une chose, encore une fois, la Seine-Saint-Denis, parce que j'ai une cravate Hermès et les ateliers d'Hermès sont à Pantin, en Seine-Saint-Denis. C'était la pub, page de pub, vous ne m'en voudrez pas. Très bien, alors on va passer au parfum. Donc vous avez le choix entre Le Mal de Jean-Paul Gaultier, Only the Brave de Diesel ou alors Obsession de Calvin Klein. Je changerai une fois, je ferai un jour l'un, un jour l'autre. Allez, Obsession. Très bien. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie du petit jeu. Cette fois-ci, on va vous demander simplement de commenter quelques photos qui ont trait avec votre vie, donc que vous décrivez notamment dans votre livre, mais aussi à travers vos différentes interviews. Vous dites simplement, vous nous dites ce que ça vous rappelle.
Eh bien voilà, c'est la maison où j'ai passé 10 ans. C'est 40 rue Marséchaud à Tunis et qui s'appelle maintenant rue Kalsoum. C'était un immeuble de prolo, quelle que soit la forme coloniale qu'elle avait. Et je suis retourné à Tunis au moment de l'attentat du Prado. Le président tunisien m'a fait la surprise de me faire redécouvrir l'immeuble. Et c'est extraordinaire. Si vous allez sur Internet, c'est devenu une rénovation pour Bobo. Et j'ai revu ma chambre. Dans ce cas, on remercie aussi Florian qui est à Tunis et qui a pris cette photo pour nous. Donc Florian qui est au Mardi de l'ESSEC. Madame Toulieu, je lui dois tout. Je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais lisez mon bouquin pour la modique somme de 20 €. Je ne sais plus. Madame Toulieu, bon, moi, il y a deux choses qui m'ont sauvé et qui me permettent d'être devant vous. Mon père travaillait de nuit au Halles, il déchargeait des camions. Et on habitait un 2 pièces rue d'Estiendorf, 32 rue d'Estiendorf au Pré-Saint-Gervais, le premier appartement que nous avons eu en arrivant en France. Et nous étions 5, mon frère, ma sœur qui est aujourd'hui décédée et mes parents. Et du coup, il n'y avait qu'une seule chose pour échapper au quotidien. Mes parents, vous imaginez, c'était une famille plutôt catho. Et donc, il n'était pas question de laisser les enfants aller dans la rue. Donc, ma seule liberté, c'était de lire. Je ne raconte pas. Pour moi, Jules Verne a été un moment de liberté extraordinaire. Et Madame Toulieu m'a fait découvrir l'Odyssée. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représentait. Mais surtout, elle a représenté quelque chose d'extraordinaire. En troisième, mes parents étaient prolos. Et donc, j'avais passé déjà le concours de la RATP. Et Madame Toulieu a convoqué mes parents. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représentait pour eux. Et ça paraît absurde, hein. À l'époque, j'étais dans un collège d'enseignement général et on était très peu à aller au lycée. Et elle les a convaincus de m'envoyer au lycée. Et là, elle est devant l'hôtel de l'AC parce que quand j'ai été élu président de l'Assemblée, je lui dis Marie-Thérèse, il faut absolument que vous soyez là parce que c'est grâce à vous, donc il faut que vous soyez là. Et elle est venue. Pas mal, celle-là. C'est un truc incroyable. J'ai 3 minutes parce que ou sinon... bon. Juste à côté, juste on précise. Alors, vous allez comprendre, il me faut 5 minutes. Oui, j'essaye en 5 minutes. Moi, j'ai jamais pensé faire de politique dans ma vie. Et j'ai appris à dire François Mitterrand avant de dire Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à m'installer dans la vie, je voulais rendre à la fois à mon pays et à la ville du Pré-Saint-Gervais ce qu'il m'avait apporté. Et donc, j'étais devenu responsable d'une association culturelle où les pauvres adhérents ont eu le droit de voir au Théâtre de l'Est parisien, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est le Théâtre de la Colline, tout Bertolt Brecht. Tout Bertolt Brecht. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas. En 1974, Mitterrand est candidat et je distribue des tracts, je colle des affiches. Mais voilà, pas plus. Pour moi, on en avait tellement bavé que j'étais à peu près installé dans mon existence, donc je n'avais pas du tout envie d'autre chose. Et Mitterrand, je crois que c'est ce jour-là, vient au Pré-Saint-Gervais parce qu'il était très ami avec le maire du Pré-Saint-Gervais qui s'appelait Marcel Debarge. Et on avait un très bon restaurant à l'époque qui s'appelait le Pouillerie, qui est toujours très bon, mais le chef de l'époque est décédé. Et il venait régulièrement manger avec Marcel Debarge. À l'époque, j'étais devenu secrétaire de la section socialiste. Mitterrand était très attentif aux us et coutumes socialistes. Et donc, le secrétaire de la section participait au déjeuner. Et nous étions à peine en train de nous installer à table que l'on entendait des cris devant le restaurant. C'était les salariés d'une usine en grève, Guitel-Étienne, 6 rue Carnot, au Pré-Saint-Gervais, qui avait appris, parce que le Pré-Saint-Gervais, c'est 70 hectares. Donc, vous voyez, quelqu'un éternue et tout le monde le sait. Ils avaient su que Mitterrand était en train de déjeuner et ils étaient en train de faire une manif devant le restaurant. À l'époque, dès qu'il y avait un problème, j'avais 26 ans à l'époque, Debarge disait « Claude, va voir ».
Et donc, je vais voir, je reviens. Le silence s'était fait. Et Mitterrand me dit, dites-moi, jeune homme, qu'avez-vous pu raconter à ces foules déchaînées pour les calmer aussi rapidement? Je lui dis, bah, rien, président, ils sont en grève, ils souhaitent simplement que vous alliez leur dire quelques mots à la fin de votre repas. Et voilà. Et il me dit, et qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit oui. Il me dit, mais vous auriez pu me demander mon avis? Je dis, mais je vois mal comment le premier secrétaire du Parti socialiste aurait pu dire non. Et je vous passe des détails. Donc, en partant de cette journée qui a été très complexe, je vois encore Mitterrand partir en voiture. Je m'étais planqué parce que j'avais compris que j'étais limite. Et la voiture démarre. Elle s'arrête. Je vois le maire Dupré courir vers la voiture et j'entends le gars de Barche faisait en gros 1m90 et 110 kilos. Et j'entends de sa voix de son tort, Barthelone. Bon, j'y vais. Et Mitterrand me dit, j'ai oublié de vous dire au revoir. Et surtout, j'ai oublié de vous dire que si un jour vous êtes candidat à une élection, je viendrai vous faire un meeting. Et j'ai été candidat, et c'est pendant la campagne des élections cantonales de 79, j'ai été candidat sur un canton que personne ne voyait gagner par un socialiste pour faire un meeting avec Mitterrand. J'ai téléphoné pour lui rappeler sa promesse et il est venu. Alors là... Qui est-ce? Allez, je vous aide. C'est un explorateur. Hein? Italien. Un explorateur italien. Un Du marchand. XIIIe siècle. Marco Polo? Oui. Ah, Marco Polo, alors vraiment, vous avez trouvé une gravure? Ah oui, Marco Polo. Alors pourquoi Marco Polo? Et voilà. Vous avez rencontré celui qui a réussi dans la famille. Mon frangin qui tient ce restaurant, Marco Polo. Et c'est mon petit frère. Les jours où on ne se téléphone pas, c'est qu'il y a un problème. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture, il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis comment, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit il est 18h. Je lui dis oui, il est 18h, je suis dans la voiture, je vais à Cergy. Il me dit mais tu m'as pas appelé, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas... Voilà. Et alors, je vous livre des secrets. Je vous livre des secrets. Plus je travaillais, plus mon frère faisait toutes les bêtises de la terre. Et nous étions ensemble, on a 4 ans d'écart, au lycée Turgot. Et j'entends encore mon prof de maths de l'époque me dire « Monsieur Barthelone, voulez-vous descendre à l'étage du dessous pour calmer votre frère ?» Et donc, il a toujours été fâché avec les études. Et un beau jour, il y a un investisseur italien qui avait ce fonds de commerce, qui fabriquait des luminaires. Et je suis très content parce que d'abord, j'ai beaucoup haï mon frangin à l'époque, parce qu'il était devenu... il gérait le restaurant, hein, le gars était en Italie, il venait en France, surtout pour jouer au casino. Et un soir, il a perdu, et il était venu voir mon frère en lui disant « J'ai perdu, je vends le restaurant ». Et c'est incroyable comment des fois des incidents amènent des gens à changer totalement l'existence. Donc vous imaginez, il était beaucoup plus dans les boîtes de nuit que partout ailleurs. Et à la grande désolation de mes parents, il allait se retrouver de nouveau à devoir parcourir son chemin d'errance. Et j'étais sur le point d'acheter mon premier appartement. Et c'est tombé comme ça. J'ai été voir le banquier, qui était un ami. Je lui ai dit, écoute, trouve une solution pour me refuser mon prêt. Il m'a dit, mais t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, on en discutera après. Et donc, il m'a annulé mon prêt. Ce que j'avais à ma disposition pour acheter cet appartement, je l'ai donné, enfin, je l'ai prêté à mon frère. Et depuis ce jour-là, il a arrêté de faire la Java et il a travaillé comme un dingue. Donc voilà, ça explique aussi peut-être la relation que nous avons entre les deux frangins. Alors, vous êtes ici, non pas en tant que frère de Renato Barthelone, mais... Qui a réussi. Tout à fait. Vous êtes ici aussi en tant que président de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale dont 3 députés sont partis en Syrie, donc le 30, enfin, qui reviennent du coup le 30 septembre prochain. Il s'agit donc de Gérard Bapt, président du groupe d'amitié franco-syrien, de Christian Hutin et de Jérôme Lambert.
On se souvient aussi que 4 parlementaires s'étaient déjà rendus en Syrie le 25 février dernier, ce qui avait notamment attiré l'ire du gouvernement, enfin en tout cas de l'exécutif, qui avait parlé à ce moment-là de faute morale. Claude Barthelone, concernant cette initiative des députés qui sont partis, qui sont aujourd'hui d'ailleurs en train de dîner en Syrie, est-ce que vous soutenez déjà cette initiative des 3 députés PS et est-ce que vous allez les rencontrer personnellement à leur retour ? Alors vous n'avez pas écouté Europe 1 hier matin puisqu'on m'a posé cette question et j'ai dit ce que j'en pensais. C'est une faute. C'est une faute, mais malheureusement, voilà un déplacement comme les précédents sur lequel je ne peux rien. Parce que d'abord, il n'y a pas 1 euro d'engagé sur les financements de ce voyage par l'Assemblée nationale. Et ils sont donc partis sur leurs deniers propres avec leur passeport et les visas qu'ils ont eu l'occasion d'obtenir. Donc, 1, je n'y peux rien. Et 2, j'ai essayé de convaincre l'un d'entre eux, parce que j'ai essayé de les voir avant qu'ils ne partent, en disant, mais enfin, qui peut imaginer que vous allez pouvoir faire le moindre pas sans que cela ait été accepté par Bachar el-Assad. Et que peuvent représenter, quelles que soient les qualités des 3 impétrants, que peut représenter un tel déplacement par rapport à ce que représente aujourd'hui l'enjeu de faire plier Bachar el-Assad et d'obtenir de l'Iran, qui peut jouer un grand rôle dans cette région dans la période qui vient de s'ouvrir, et de Moscou, qui ne peut pas continuer à dire simplement « j'ai des ports qui me permettent d'avoir accès à la Méditerranée, donc je soutiens Bachar el-Assad parce que je ne sais pas par qui il pourrait être remplacé ». Donc vraiment, je le regrette. Je le regrette parce que notamment Gérard Bapt, qui est sur la gauche, est un député depuis longtemps et il a de l'expérience. Je ne comprends pas comment ils ont pu tomber dans un tel piège. Merci. Alors, la France a confirmé hier aux Nations Unies vouloir trouver une solution au problème syrien sans Bachar el-Assad. Barack Obama, quant à lui, évoque de possibles discussions avec son principal soutien, la Russie de Vladimir Poutine, pour lutter contre Daesh. Voyez-vous la France travailler avec la Russie notamment pour contrer cette organisation ? Non. Je vous le disais avant que l'on ne commence cette réunion, il y a maintenant une dizaine de jours, j'étais pas loin d'ici, sur la base de loisirs de la région Île-de-France, qui a été le lieu où nous avons accueilli les premiers réfugiés syriens qui ont été accueillis par la France. Donc je ne vous raconte pas l'ensemble des épisodes. Vous avez eu la primeur de ce témoignage tout à l'heure parce que je ne savais pas. Eh ben voilà, vous avez quelques photos. Je ne savais pas que ça allait être évoqué. Mais d'abord, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Ils m'ont dit, voilà, il faut que vous sachiez, Monsieur le Président, pour les plus riches d'entre nous, ils sont partis depuis longtemps parce qu'ils ont vu la dégradation de la situation, ils se sont payés des faux papiers et aujourd'hui, ils sont partout dans le monde et ils ont besoin de personne. Pour les plus pauvres d'entre nous, ils sont sous les bombes et ils ne pourront pas partir parce que pour nous, la classe moyenne, qui sommes devant vous, en moyenne, ça nous a coûté entre 6 000 et 8 000 euros. Et pour eux, ils ne faisaient pas la différence entre les bombes. Mais ils savaient que pour la plupart de celles qu'ils ont eu l'occasion de subir, elles venaient de la part de l'armée de Bachar el-Assad. Donc ce n'est pas possible, quelle que soit la position qui est celle de l'Iran jusqu'à présent, qui soutient les brigades chiites, qui soutiennent l'armée de Bachar el-Assad, et quelle que soit la position de Moscou, qui jusqu'à présent soutient Bachar el-Assad en disant qu'il combat Daesh, alors qu'il n'y a pas un avion russe encore, au moment où je vous parle, qui a bombardé Daesh, ils ne peuvent pas être sur cette position simplement pour des raisons géostratégiques qui amènent les Russes aujourd'hui à dire c'est Bachar el-Assad qui nous a permis, c'est le régime alaouite qui nous a permis d'avoir des ports qui nous permettent d'avoir accès à la Méditerranée, donc on les soutient. Moi, je vous le dis, je suis persuadé que si on tient bon, et notamment l'Iran, compte tenu de la volonté de redevenir aujourd'hui une grande puissance dans ce secteur géographique et stratégique, on peut avoir à l'intérieur du clan alaouite quelqu'un qui permettrait d'être un compromis entre les Occidentaux
les Russes et les Iraniens, mais qui ne soient pas les mains tachées de sang comme l'est aujourd'hui Bachar el-Assad. Alors, le 10 septembre, Nicolas Sarkozy a exposé ses solutions pour résoudre la crise des migrants en proposant notamment un statut provisoire de réfugiés de guerre. Donc, c'est-à-dire que pendant la période du conflit, les réfugiés resteraient sur le territoire français et une fois la paix établie, ils rentreraient chez eux, dans leur pays d'origine, car, je cite M. Sarkozy, « La Syrie peut être libérée en quelques mois, c'est une question de leadership ». Qu'est-ce que vous en pensez, M. Barthelone ? D'abord, Monsieur le Président Sarkozy a découvert que ça existe dans notre arsenal. Le statut intermédiaire de réfugié existe. Donc, ce n'est pas une grande nouveauté. Mais vous savez, moi, ce qui m'énerve, c'est que ces débats, on les a régulièrement et depuis des dizaines d'années. Ces débats, on les avait dans les années 20 quand nous avons accueilli des Russes blancs en particulier. Ces débats, nous les avons eus à la fin des années 30 quand nous avons accueilli 400 000 Espagnols qui, entre parenthèses, pour bon nombre d'entre eux, se sont retrouvés dans les rangs de la résistance. Et il y avait de nouveau cette discussion, comment peut-on les accueillir alors que nous avons des difficultés économiques ? Mais à un moment donné, vous voyez, c'est un petit peu la suite du débat que l'on avait tout à l'heure. Tout ne peut pas être économique. Qu'économique ? Les valeurs, ça représente quelque chose. Le droit des réfugiés, c'est un droit sacré. La semaine dernière, j'étais sur un marché dans le cadre de la campagne électorale et j'ai une dame qui me paraissait au départ très sympathique, parce que de temps en temps, il faut avoir de l'humour noir pour montrer aux gens ce qu'ils sont en train de nous raconter. Et cette dame vient me voir en disant « Mais Monsieur le Président, comment pouvez-vous accepter l'idée d'accueillir tous ces réfugiés, les chrétiens, oui, mais les autres, non ». Je lui dis « Mais madame, c'est l'instruction que nous avons donnée à la marine française ». Elle me dit « Qu'est-ce qu'on a donné comme instruction ?» Bien, on leur a dit, vous posez la question dès que vous arrivez à côté d'une embarcation, quels sont ceux qui sont chrétiens, vous les récupérez, et les autres, vous les laissez se noyer. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je lui dis, je suis heureux de vous l'entendre dire. Bon, le droit des réfugiés, c'est un droit sacré. Il est non seulement en conformité avec les engagements des Nations Unies, mais que serait l'Europe sans le minimum de respect d'un certain nombre de valeurs? Et je ne voudrais pas que l'on retrouve aujourd'hui un certain nombre de questions qui auraient pu, qui pourraient amener l'Europe à connaître la honte. Alors bien entendu qu'il faut essayer de trouver une réponse pour la Syrie. Bien entendu, je souhaite qu'on puisse être à côté des Turcs qui accueillent 2 millions de réfugiés, des Libanais qui accueillent 1 200 000 de réfugiés, qui représentent 25% de la population libanaise. Bien entendu que je voudrais qu'on soit plus aux côtés de la Jordanie qui en accueille 650 000, avec, vous imaginez, les moyens de ces différents pays. Et nous, continent européen riche, on oserait opposer un refus à ces populations qui fuient la bombe, les bombes, la guerre et la mort. À un moment donné, je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion de le dire et je le reproclame devant vous. Moi, je préfère perdre les élections que de reculer sur un certain nombre de valeurs sacrées comme celle que nous devons, qui doit être celle de la France et des Européens en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. Alors, Vous parlez du territoire européen dans son ensemble. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des grandes disparités entre les différents pays européens, donc qui ont beaucoup accueilli. On pense notamment à l'Italie ou à la Grèce, à des pays qui aujourd'hui refusent ces migrants, ces réfugiés. On pense notamment à la Hongrie, et des pays qui accueillent avec plus ou moins d'enthousiasme, commencer du moins enthousiasmé au plus enthousiasmé, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, on pense aussi au Danemark, à la Suède. Aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'on a du mal à expliquer, c'est pourquoi la France, qui normalement va tabler en 2015 sur 65 000 demandes de visa, l'Allemagne 1 million, comment ça se fait que la France n'arrive pas à attirer des personnes qui fuient, comme vous le dites, la mort, la guerre, sur des canaux de sauvetage?
Alors d'abord, ce ne sont pas que les réfugiés syriens. Regardez ce qui nous arrive avec Africains la jungle aussi, oui. de Calais. C'est que, et je le répète, ce sont des gens qui sont plutôt classe moyenne et qui ont des informations. Je vous le disais, je vous le narrais avant de rentrer dans cette salle, quand j'ai rencontré les réfugiés accueillis sur la base de Cergy, avant même de nous parler de leur malheur, ils m'ont dit: quand est-ce que nous avons Internet? Ils sont au courant de tout. Et le fait que l'Allemagne connaisse une démographie fléchissante, le fait qu'en 2050, il y aura plus de Français que d'Allemands, le fait qu'ils savent qu'en Angleterre, dès qu'ils passent, dès qu'ils ont le bonheur, la chance de franchir le Channel, ils ont toutes les chances d'être régularisés compte tenu du vieillissement de la population. Ils le savent. Ce n'est pas du tout parce qu'ils n'aiment pas le cassoulet, c'est parce qu'ils se rendent compte des pays qui peuvent plus facilement les accueillir. Après, sur cette inégalité, là, vous voyez, c'est une question européenne aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de tenir des propos qui m'ont été reprochés, mais j'assume, notamment au début de ce quinquennat, où je ne voulais pas que l'on respecte la règle des 3%. Il fallait obtenir au niveau européen une volonté d'atterrir. Je ne suis pas du tout pour la dette, hein, je ne veux pas vous laisser un stock de dette, mais il y avait possibilité pour les Européens d'avoir un calendrier plus long pour ne pas faire baisser l'investissement d'avenir au niveau européen. Et à l'époque, j'avais appelé, je me souviens, qu'est-ce que j'ai pris ce jour-là, j'avais appelé à une confrontation avec l'Allemagne. Mais je ne voulais pas leur envoyer les Charles Leclerc contre les Panzer. Il y a un débat, et le mot de confrontation n'est pas un mot grossier. Vous croyez qu'en Allemagne, avant qu'ils arrivent à la grande coalition, il n'y a pas eu confrontation entre la CDU et le SPD? Mais la confrontation doit nous amener, lorsqu'on est sur des visions politiques ou économiques différentes, à avoir ce débat pour passer à un compromis. Il n'y a pas de compromis sans confrontation. Et là, il faut que l'on ait cette confrontation pour en finir avec ceux qui ne pensent l'Europe que comme un supermarché. La génération, les pères fondateurs européens n'ont pas fait l'Europe simplement pour permettre la liberté de circulation des marchandises et des biens. Ils ont voulu... L'Europe, à leur époque, c'était un devoir de philosophie et pas un devoir de mathématiques. Et il faut que l'on retrouve cela. Et du coup, même par rapport à la Hongrie aujourd'hui, Merkel a pris une position que je partageais volontiers. Elle disait, à partir du moment où on ne respecte pas l'ensemble des valeurs européennes, on ne peut plus prétendre à des crédits et des fonds européens. Et on devrait le faire comme ça. Après, pour le reste, soyons clairs, moi j'espère, je recevais Laura Boldrini, avec qui on a sorti un texte que je vous invite à retrouver sur Internet dès le mois de juin sur cette question des réfugiés en particulier. Moi, je souhaite que très vite, on arrive à une plus grande coordination humaine en ce qui concerne ces réfugiés. J'étais avec elle hier, je la recevais hier, parce qu'il faut absolument qu'on ait des hotspots en Grèce, en Italie, et pour en finir avec cette déambulation mortifère des réfugiés. Qu'ils soient enregistrés en Grèce ou en Italie, puisque ce sont les deux portes d'entrée les plus importantes, et que l'on sache, en fonction de la répartition européenne, où on les adresse, où on les envoie. Franchement, vous imaginez ce que représente cette déambulation de la misère, enfin de la misère, oui, de la misère, qui les amène à devoir tenir comme propos, je vous le disais aussi avant de rentrer dans la salle, il y a un couple qui est accueilli actuellement à Cergy. Ils ont perdu leurs 2 enfants dans un bombardement. La femme a été gravement blessée à un de ses bras. Et la femme, les larmes aux yeux, m'a dit, en Hongrie, j'ai demandé à mon mari que l'on retourne en Syrie, tellement nous étions maltraités. Bon, on ne peut pas, ce n'est pas l'Europe, ça. Ce n'est pas le continent qu'on doit vous léguer. L'Europe, bien entendu, que l'on veut vous léguer, c'est celle qui en finisse, bien sûr, avec le chômage des jeunes, mais qui fasse qui présente un projet, un rêve européen, notamment sur la transition énergétique et sur les valeurs. Le jour où l'Europe trahit ses valeurs, c'est plus l'Europe. Alors, on arrive maintenant au terme bientôt de cette interview. N'oubliez pas qu'il y a une période de questions du public. Donc, lorsque vous posez votre question, n'oubliez pas aussi de vous lever, de vous présenter et de garder la question concise pour laisser du temps aux autres personnes de poser leurs questions. Et on revient à vous dans quelques minutes.
Alors, une question que nous aimerions véritablement vous poser, Claude Bartolone, 2017 ou 2022? Non, vraiment, même en me rasant, parce que moi, à l'inverse de notre chanteur, je me rase, même en me rasant, j'y pense pas. Non, je le dis d'autant plus que c'est un engagement que j'ai pris auprès de mes camarades. J'aurais dit, OK, j'y vais, mais si les électrices et les électeurs me font l'honneur de me choisir comme président de région, j'abandonnerai tous mes autres mandats. Et donc, ça explique pourquoi, certainement, un certain nombre de gens de ma circonscription s'intéressent beaucoup au fait que je sois élu. Alors, les micros vont circuler. Levez la main simplement si vous avez une question. Bonsoir Monsieur le Président, je m'appelle Alexandre, je suis étudiant en première année du programme Grande École. J'aurais aimé savoir pourquoi vous n'avez pas démissionné de votre mandat au perchoir à l'Assemblée nationale. Si vous gagnez, je pense qu'ici dans cette salle, nous sommes tous d'accord pour dire que vous démissionnerez pour vous consacrer pleinement à votre mandat et au Francilia. Mais est-ce que si vous perdez, vous en tireriez aussi toutes les conséquences politiques, puisque votre légitimité aurait été mise à mal par le suffrage? Merci. Alors, j'ai déjà prévenu l'ensemble des membres du groupe socialiste parce que ce sont les députés du groupe socialiste qui m'ont désigné. Donc, je les ai prévenus qu'en cas d'échec, je retournerai devant eux et ça sera à eux de décider ce que je dois faire. Pardon ? Mais écoutez, alors, j'ai décidé d'abandonner la présidence pour les questions au gouvernement et je le regrette. Parce que j'ai pu me rendre compte, notamment au meeting de Nogent dimanche dernier, que l'invité le plus gradé, le président Nicolas Sarkozy, a dit que s'il était élu, il rétablirait le cumul des mandats. Franchement, je trouve que j'ai fait un geste élégant déjà de ne pas présider pour les questions au gouvernement. Donc je vois mal comment le camp politique qui veut rétablir le cumul des mandats pourrait me demander de me soumettre au non-cumul. D'ailleurs, il y en a un qui a été logique avec cette position, c'est le président Larcher, président du Sénat, qui a dit il n'y a aucune raison pour que le président Bartolone ne préside pas l'Assemblée nationale en étant candidat. Je trouve qu'il y a une cohérence lorsqu'on est membre d'une organisation politique dont le chef prône le cumul des mandats, eh bien, il faut accepter le cumul des mandats. Bonsoir Monsieur Bartolone. Moi j'ai une question toute différente. Anne Hidalgo, après ses premières réticences, s'est montrée favorable à l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Quelle est votre position à vous? Puisque voilà, c'est les Jeux Olympiques de Paris, mais de manière générale, c'est les Jeux Olympiques de l'Île-de-France et de la France, 100 ans après les derniers Jeux Olympiques d'été à Paris en 1924. Alors j'ai fait partie de ceux qui ont fait bouger Anne, j'en suis sûr. Moi, dès le premier jour, j'ai été pour qu'on tente les Jeux Olympiques de 2024 et l'exposition universelle de 2025. Pourquoi? Parce que ce serait un formidable signal du retour de la France sur la scène internationale. C'est un formidable moment pour à la fois mettre en avant ce que nous pouvons représenter. Et je ne vais pas commencer par les sportifs. Vous voyez, c'était dimanche, j'étais invité du journal de France 3 et on m'a posé cette question. Et j'ai dit, ce serait un formidable moment parce que, nous allons accueillir la COP 21. Et ce sera aussi la préparation de Jeux olympiques respectueux de l'environnement. Et 2, je pense que ce serait un formidable signal pour les Jeux olympiques que d'être accueillis sur une région où les enfants aujourd'hui sont de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, où les parents viennent de plus de 150 pays du monde. Et quand on est les Jeux olympiques avec cette valeur universelle, c'est quelque chose qui serait fantastique. Et pourquoi j'ai convaincu Anne? Parce que j'ai voulu qu'on tire les leçons de notre échec. Quand nous avons été concurrents contre Londres, nous avons présenté notamment un film, vous pouvez le retrouver certainement sur Internet, qui présentait la France d'Amélie Poulain. Et Londres a présenté un film de développement territorial. Et c'est pour ça que je dis à Anne, Anne, c'est fantastique,
Parce qu'une grande partie des équipements, la cité olympique, le centre de presse, la piscine olympique en particulier, seront construits en Seine-Saint-Denis. Et je lui ai dit, ça pourrait être un formidable tremplin pour permettre de montrer ce qu'est la France de toutes les origines et de toutes les couleurs du XXIe siècle. Et je pense que je l'ai fait bouger. Alors en plus, on a accepté un deal, elle comme moi, pour éviter que ça apparaisse comme une candidature ultra politique. On a demandé au mouvement sportif de prendre en charge cette candidature. Ils le font. Et vraiment, j'espère que l'on va y arriver. Maintenant que Boston a mis les pouces, c'est peut-être plus facile, même si je me méfie toujours de Los Angeles. Mais je pense qu'on a de bonnes cartes, à la fois dans notre capacité à accueillir la COP21, à la fois par la jeunesse de ce que représente notre population au niveau européen, à la fois par les valeurs qui permettent de faire vivre l'ensemble de cette population ensemble. On va y aller. N'oubliez pas de vous présenter quand vous posez une question. Bon, très bien. Merci. Simplement une question là-bas. Oui. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à tous. Alors moi c'est Oscar Michaud, je suis étudiant en master spécialisé en management urbain et immobilier. Alors Monsieur Barthelone, je voulais m'exprimer car vous allez vous présenter au régional. Donc la région s'occupe notamment du développement économique et des contrats d'apprentissage. Avant l'ESSEC, j'étais apprenti aussi en ingénieur. C'est une école qui est à Nanterre. Et juste, je voulais réagir avec vous sur un problème que je suis en train de rencontrer parce que j'étais délégué de promotion. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs qui ont été formés 3 ans dans une entreprise, qui ont donné de leur personne, qui ont fait développer leur entreprise, leurs compétences. Et à l'issue de cette formation, chaque entreprise qui accueille des apprentis reçoivent justement des primes de la région, étant donné qu'ils ont formé un ingénieur. Mais à côté de ça, on s'aperçoit qu'il y a presque 40%, pour le moment, je n'ai pas terminé en tout cas mes statistiques, mais il y a à peu près 40% de ces apprentis-là qui sont en situation de chômage. Alors justement, je vous parle, est-ce que vous serez capable de pénaliser les entreprises qui profitent trop justement de ces apprentis-là pour remplacer par d'autres apprentis pour des questions de charges sociales et autres? Voilà. Merci de votre réponse. Alors, j'étais hier justement avec la FEP, qui est l'association des entreprises, en gros du CAC 40, on va résumer. Et j'ai abordé cette question avec eux. Parce que vous voyez bien que pour permettre ce développement économique de notre région, si on le souhaite au niveau que je le souhaite, notamment en ayant cette boussole de l'égalité, il faut qu'on réussisse le pari de la formation, aussi bien en apprentissage, aussi bien en CFA. Et là, j'ai eu l'occasion de leur dire hier, il faut, avec les chefs d'entreprise, qu'on réussisse à avoir une idée précise à la fois des formations et à la fois des parcours. Parce qu'aujourd'hui, ils me disent qu'il y a un certain nombre de filières où on a plus de demandes que l'on a de jeunes qualifiés qui sortent. Et c'est vrai. J'ai vu sur les métiers du numérique, il nous manque 4000 salariés et sur l'aéronautique, il nous en manque 2000. Mais j'aurais dit, mais c'est une responsabilité partagée. Moi, je veux bien qu'on engueule, y compris le gouvernement, compte tenu de la situation financière des CFA, compte tenu de la péréquation qui a été faite en ce qui concerne ce niveau de formation. Je veux bien qu'on rentre dans les garanties qui vous seraient apportées pour permettre la pérennité de ces CFA et de ces centres de formation, mais à condition qu'il y ait une logique, une cohérence entre les filières qui sont proposées, l'orientation sur l'étape d'avant et le parcours professionnel qui sera garanti à ces jeunes. Donc, vous l'avez évoqué sous forme de sanctions. J'espère qu'on gagnera la bataille en termes pédagogiques. Merci, Monsieur Barthelone. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et bonne année scolaire. Je vous laisse entrer en privé. Alors n'oubliez pas, demain, en PA4 aura lieu à 20h la présentation des Mardis de l'ESSEC. Voilà, je vous invite à vous diriger vers la cafétéria pour le cocktail.
Et n'oubliez pas, dans 2 semaines, la venue donc, de Valérie Pécresse.